Les États membres de l'Union européenne fixent à 2035 la fin de la vente des voitures à moteur thermique afin de lutter contre le changement climatique. L'OTAN réitère son soutien à l'Ukraine et ouvre ses portes à la Finlande et à la Suède après le blocage de la Turquie, qui dit avoir obtenu ce qu'elle voulait. Alors que débutent les vacances d'été, de nombreux passagers aériens doivent faire face à des retards ou à des annulations de vols sans être pleinement informés des droits dont ils disposent. L'accord est conclu. Les États membres de l'Union européenne ont approuvé la fin, en 2035, des voitures et des utilitaires à moteur thermique. Dans 13 ans, la vente des véhicules à essence et diesel sera interdite. L'annonce semble convaincre les citoyens, mais soulève aussi quelques questions. C'est une décision logique, mais je pense qu'il faudrait que les voitures électriques soient beaucoup moins chères. Mais s'ils arrivent à les rendre moins chères et que les points de recharge sont accessibles à tout le monde, alors c'est une décision logique. Je pense que ça ne marchera jamais comme il faut. Tout le monde fait le plein. Regardez la taille de cette chose. Nous avons parcouru près de 5000 km. Vous ne pouvez pas faire ça avec un moteur électrique. Tout ce que vous faites, c'est déplacer le problème ailleurs. La pollution sera toujours là. Les Verts, au Parlement européen, saluent la décision, même si l'ambition était de parvenir à cette interdiction beaucoup plus tôt, dès 2030. C'est très important d'avoir ce symbole pour pouvoir dire à l'industrie, c'est la date de fin. Arrêtez de développer de nouvelles chaînes, arrêtez les recherches sur une technologie en fin de vie. Cela aurait pu avoir lieu plus tôt, mais c'est bien d'avoir une date finalement. Les pays membres se sont entendus au final sur 15 textes afin de lutter contre le changement climatique. Les gouvernements ont toutefois ajouté une série d'exceptions et de changements qui limitent l'ambition de la proposition initiale. Place désormais à la négociation pour parvenir à un compromis entre les trois institutions de l'Union, à savoir la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil qui représente les États membres. La Suède et la Finlande sont officiellement candidates à l'entrée dans l'OTAN. Les deux pays ont décidé de rejoindre l'Alliance Atlantique en réaction à l'offensive russe en Ukraine. Mais leur candidature était bloquée depuis la mi-mai par la Turquie, qui accusait les deux pays scandinaves d'abriter des militants du PKK et des partisans du prédicateur Fethullah Gülen. Ankara souhaitait aussi que Stockholm lève son blocage sur les exportations d'armes en vigueur depuis l'intervention turque dans le nord de la Syrie en 2019. La Turquie a eu ce qu'elle voulait, d'après le secrétaire général de l'Alliance. Les dirigeants de l'OTAN ont pris aujourd'hui la décision historique d'inviter la Finlande et la Suède à devenir membres de l'OTAN. L'accord conclu hier soir par la Turquie a ouvert la voie à cette décision. C'est un bon accord pour la Turquie, c'est un bon accord pour la Finlande et la Suède, et c'est un bon accord pour l'OTAN. Mais ce sommet de l'OTAN était surtout l'occasion de réaffirmer le soutien de l'Alliance à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky est intervenu pour demander un soutien militaire et financier accru. L'Ukraine peut compter sur nous aussi longtemps qu'il le faudra. Les Alliés continueront de fournir une aide militaire et financière importante et aujourd'hui, les dirigeants ont décidé de renforcer leur soutien en convenant d'un programme d'assistance étendu pour l'Ukraine. Face aux potentielles adhésions de la Finlande et de la Suède, Moscou a réagi en dénonçant un facteur profondément déstabilisateur pour les affaires internationales. Pour la première fois, un ancien collaborateur de la Maison-Blanche a témoigné lors des audiences du Congrès sur l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021. Cassidy Hutchinson, qui travaillait à l'époque en tant que stagiaire de Mark Meadows, le chef de cabinet de Donald Trump, a affirmé que l'ex-président avait sciemment ordonné à ses partisans armés de marcher vers le Capitole afin de tenter de renverser le cours de l'élection. J'étais à proximité d'une conversation où j'ai entendu le président dire quelque chose comme « Vous savez, je me fous qu'ils aient des armes. Ils ne sont pas là pour me faire du mal. Enlevez ces putains de portiques de sécurité. Laissez mon peuple entrer et ils pourront marcher jusqu'au Capitole. »
Et que même avant le 6 janvier, Donald Trump et ses principaux assistants étaient conscients que les choses pouvaient devenir violentes. Je suis remonté dans notre bureau et j'ai trouvé M. Meadows sur le canapé. Il regardait son téléphone. Je me souviens m'être appuyé contre la porte et avoir dit « Je viens d'avoir une conversation intéressante avec Rudy. On dirait que nous allons aller au Capitole. » Il n'a pas décollé les yeux de son téléphone et a dit quelque chose du genre « Il se passe beaucoup de choses, Cass, mais je ne sais pas si les choses pourraient devenir vraiment mauvaises le 6 janvier. » Donald Trump a estimé que ces affirmations sont, je cite, tordues et fausses, signe de la profonde fracture politique qui divise l'Amérique. Le parti républicain que Donald Trump contrôle encore d'une main de fer a d'ores et déjà promis d'enterrer les conclusions de cette commission s'il venait à prendre le contrôle de la Chambre des représentants lors des législatives de mi-mandat en novembre. Le gouvernement français appelle à la vigilance face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Plus de 147 000 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures. Hier, la Première ministre a encouragé les préfets et les autorités de santé à recommander le port du masque dans les lieux de promiscuité, notamment dans les transports, sans toutefois le rendre obligatoire. L'Europe fait face à une 7e vague de Covid. Il n'aura fallu que 2 tours pour que Yaël Braun-Pivet soit élue présidente de l'Assemblée nationale française. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste. À la sortie de l'hémicycle mardi, la nouvelle présidente, 4e personnage de l'État, n'a pas caché sa satisfaction. C'est l'aboutissement d'un long chemin de l'égalité entre les hommes et les femmes sur le plan institutionnel. Il y a encore beaucoup à faire, mais là nous venons de franchir une très belle étape. Et puis il y a beaucoup d'émotions personnelles, évidemment. Prochaine étape, l'élection des autres postes clés de l'Assemblée, notamment la présidence de la Commission des finances, traditionnellement réservée à l'opposition et très convoitée. Elle doit être attribuée jeudi et les spéculations et tractations vont bon train. Le poste devrait se jouer entre 2 candidats, l'insoumis Éric Coquerel et le député Rassemblement National Philippe Tanguy. Le président de la Commission des finances dispose de pouvoirs de contrôle élargis du budget de l'État et d'un puissant droit de regard sur les administrations. Il peut également passer outre le secret fiscal en ayant accès au dossier de n'importe quel contribuable. Du côté de l'exécutif, Elisabeth Borne poursuit ses consultations auprès des chefs de groupes parlementaires pour trouver des compromis en vue de cette législature. Si un gouvernement de coalition semble peu probable, la chef du gouvernement doit trouver des terrains d'entente avec l'opposition pour faire passer certains textes. Elisabeth Borne doit présenter en fin de semaine une feuille de route à Emmanuel Macron et composer un nouveau gouvernement début juillet. Grève, retard, manque de personnel. Dans ces conditions, le ciel européen rencontre des difficultés. Daniel fait partie de ces victimes en Belgique. Son déplacement, au début du mois à Vérone, en Italie, s'est transformé en cauchemar lorsque son vol a été annulé sans la moindre explication. Le 7 juin, on a appris par mail que l'avion du 8 juin était annulé. Donc la seule solution proposée était qu'il y avait une possibilité de s'inscrire dans l'avion qui partait le 10 juin. Donc 2 jours après, donc on a demandé à la logeuse, donc on est dans un Airbnb, s'il y a un moyen de prolonger. Disons après quelques difficultés, on a pu, disons, prolonger. Bon, pas avec le même prix qu'on avait eu, bien sûr, voilà. C'était Ryanair, on n'a pas eu d'explication, on a essayé de communiquer avec eux par mail, disons par téléphone, aucune réponse, rien du tout, quoi, non. À l'instar de nombreux passagers, Daniel réclame désormais des compensations pour les coûts engendrés par ces difficultés. Selon les règles européennes, si un vol est annulé, la compagnie doit soit effectuer un remboursement ou reprogrammer un vol, même s'il s'agit d'un autre transporteur, ou alors il est possible de demander une indemnisation supplémentaire et obtenir des frais d'hébergement le cas échéant. Mais les organisations de défense des droits des consommateurs soulignent que les compagnies communiquent peu sur ces possibilités. S'il y a une tempête ou une grève à l'aéroport, par exemple, ce qui est une circonstance exceptionnelle, vous n'avez pas droit à une indemnisation. Dans d'autres cas, vous avez droit à une compensation. Le montant de cette indemnisation dépend de la distance de votre vol. La somme varie de 250 à 600 €, mais les organisations de défense des consommateurs expliquent que les compagnies aériennes ne l'indiquent pas clairement.
Les difficultés pourraient s'accentuer car les transporteurs annulent des milliers de vols alors que commencent les vacances d'été. Les passagers doivent donc conserver toutes leurs factures et faire valoir leurs droits auprès des transporteurs.